Bonsoir à tous, et merci en effet d'être si nombreux. Je laisse Luc s'installer pour entamer cette conversation. Bon, enfin, je pense que je serai aussi le premier, j'allais dire, auditeur et le premier spectateur de ce que Luc va pouvoir nous dire sur ce film qui est un film tellement particulier dans la vie de peut-être de chaque cinéphile. Alors, on ne va pas lui faire porter peut-être trop de pression sur les épaules. Peut-être, est-ce que vous avez tous vu, en tout cas, Vertigo, Sueur froide? Qui n'aurait pas vu ce film? Oui. Donc voilà, donc on peut en tout cas se permettre, ça peut arriver, en tout cas pour le cycle d'ouverture, on avait une salle qui découvrait le film dans cette restauration. Et c'est vrai que la première fois que l'on voit le film est toujours une fois marquante, en tout cas pour beaucoup. Et ma première question est peut-être très simple. C'est, Luc, la première fois que vous avez vu Vertigo, quand était-ce, comment était-ce, et quels souvenirs et quelles marques cela vous a laissé? J'étais assez chaud finalement pour venir parler de Vertigo, mais disons que je trouvais ça sympa de le faire avec Fabien sous la forme d'une discussion. N'hésitez pas à m'interrompre pour échanger, etc. Je trouve ça toujours plus vivant. Enfin, en tout cas, c'est la façon c'est comme ça que j'ai échangé avec Fabien et avec Muriel. Et je suis content que la plupart, sinon tout le monde, ait vu Vertigo, parce que je crois qu'on va en parler en détail. Dans le sens où je ne vois pas comment on peut évoquer l'héritage de ce film si particulier sans en dévoiler les rouages, quelques éléments narratifs très importants. Et pour répondre à votre question, Fabien, moi je me rappelle très bien, j'avais 12 ans, et j'étais plutôt un spectateur non cinéphile, et donc le découvrir dans la série de films d'Hitchcock qui était ressortie en salle, qui avait été invisible pendant 20 ans. Il y avait Fenêtre sur cour, il y avait Vertigo qui était le deuxième, qui s'appelait Sueur froide, et je me rappelle d'une expérience de terreur. Et quand j'ai revu le film ensuite, je me suis rendu compte que le film avait des éléments de terreur. Mais en tous les cas, pour un enfant de 12 ans, assis dans la salle de cinéma, j'avais été littéralement envoûté, ensorcelé, mais dans le sens de la peur. Et moi, c'est une émotion qui m'a marqué en tant que cinéphile. Je n'ai pas écrit sur Brian De Palma ou sur John Carpenter pour rien. Je ne suis pas fou du cinéma d'horreur pour rien. Le cinéma d'horreur est un cinéma qui me passionne. Et le sentiment de peur est un sentiment que je trouve assez séminal dans ma cinéphilie à moi. Et Vertigo, qui n'est pas un film d'horreur, m'est apparu tout de suite comme un film, mais qui m'a réellement donné des sueurs froides. Mais c'est pas pour le jeu de mots, c'est que vraiment, littéralement, j'ai sué pendant ce film. Je suis tombé amoureux, j'ai été pris dans la toile. Et c'est finalement le premier film estampillé cinéphile que j'ai classé dans mes top 5, top 10, top 20 de mes meilleurs films. Dans les années 80, je faisais ça. Je l'ai fait maintenant pour Arte et pour Blow Up. Mais au milieu de Highlander et au milieu de Rue Barbare et de La Bête de guerre, il y a tout de suite eu Vertigo. J'ai changé ensuite mes goûts. Enfin, en tout cas, j'ai évolué sans doute. Mais Vertigo a tout de suite été là... le premier chef-d'œuvre, estampillé chef-d'œuvre en tous les cas, qui me semble avoir pris de plein fouet. Et c'était un peu la boîte de Pandore. Parce qu'ensuite, j'ai découvert De Palma. Et ensuite, j'ai découvert Scorsese et toutes les variations qu'on pouvait faire autour de Vertigo. Et l'idée de palimpseste, l'idée de redite, l'idée de reprise, c'est plus intéressant la reprise que la redite, m'a tout de suite passionné. Et finalement, je me rends compte aujourd'hui, dans le site que je fais pour Arte, que je ne parle plus que de ça, et en même temps je ne parle que de ce qui m'intéresse au cinéma, en tous les cas dans mon expression critique. Il y a heureusement d'autres choses qui m'intéressent, mais la reprise, la citation, la circulation des images me fascine depuis toujours. C'est pour ça que j'ai fait des sujets sur la jetée de Chris Marker par rapport à Vertigo. C'est pour ça que dès que je fais une rétro sur un cinéaste comme Truffaut ou comme d'autres, dès que je vois quelque chose qui me fait penser à un autre film de Truffaut précédent ou à un autre film de Godard, etc., sans cesse je m'amuse à les coller, à faire des collisions entre les films. Et ça, c'est vraiment ce que j'aime, parce que c'est un petit peu magique. Les ponts qui existent entre les films, parfois involontaires, souvent involontaires, mais c'est pas grave. C'est pas parce qu'ils ne sont pas voulus par le cinéaste, ce n'est pas parce qu'ils sont inconscients qu'ils ne sont pas beaux, ou même vrais. Et par exemple, là, je peux vous dire un peu ce que je vais vous raconter globalement. Je vais vous parler beaucoup de Vertigo, je vais vous parler de Brian De Palma, je vais vous parler de beaucoup de films de Brian De Palma, je vais un peu vous parler de Martin Scorsese, un petit peu de Coppola, mais je vais vous parler aussi de La jetée de Chris Marker, et je vous montrerai le sujet que j'avais fait à la fois dans Court-Circuit à l'époque pour Arte et que j'ai repris pour Blow Up. C'est un sujet que j'ai envoyé à Chris Marker, qui m'a répondu « c'est totalement inconscient, mais je crois que vous avez raison ». C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que je raconte sur la jetée, pour lui, c'est totalement inventé par moi. Mais c'est pas pour ça qu'il n'est pas intéressé par l'idée.
Mais c'est dire qu'il y a des choses de l'ordre de l'inconscient. Et je pense qu'aussi, dans le travail de De Palma, autour de Vertigo et autour de Psychose ou autour de La mort aux trousses, il y a aussi des liens, des ponts qui ne sont pas toujours conscients. Mais la question de la conscience de l'artiste est finalement presque, je dirais presque secondaire en tous les cas. Avant d'entrer dans le vif de Surfroid, de Vertigo, je me souviens justement, vous parliez du moment où quelques films de Hitchcock ressortent dans les années 80. Et c'était un moment où on parlait beaucoup de la mort du cinéma. Et un livre m'a beaucoup marqué, c'est le Ciné-Journal de Serge Danet. Alors, c'est pas pour citer ça, mais il y avait de belles choses qu'il disait, notamment sur les films d'Hitchcock et sur Vertigo, Surfroid en particulier. Et il en faisait également le film séminal de la cinéphilie. C'est là-dessus que je voudrais vous faire intervenir. Il parlait même, il parlait du petit mot affectueux, vertigo, ce mot latin, parce que le film s'appelait Surfroid. Et dans la cinéphilie, il y a ce petit mot affectueux que l'on donne aux êtres chers et disparus. Voilà. Et c'était pas du tout un snobisme, dit-il, mais c'est pour parler de quelque chose qui est très proche du cœur, de l'âme, enfin quelque chose qui marque très profondément la cinéphilie. Alors c'est le rapport à l'image, le rapport à ce qui disparaît, le rapport mortifère à un amour de quelque chose qu'on ne peut plus atteindre. Alors pourquoi Vertigo a cette espèce d'aura? Je ne sais pas s'il l'a encore aujourd'hui, mais pourquoi il a cette espèce d'aura qui fait qu'on le rapproche comme une définition même de ce qu'est la cinéphilie, en tout cas à l'époque peut-être. Alors l'aura, l'apostrophe, il l'a plus que jamais. Parce que, encore, j'ai revu quelques scènes de La La Land, comme ça, un peu par hasard. C'est pas un film que j'idolâtre, mais j'aime bien ce film. Il y a à nouveau le décor du rideau vert de Vertigo. Sans cesse, le film est cité. Il est cité par David Lynch dans pratiquement tous ses films, par Dario Argento dans Le Syndrome de Stendhal, même bien avant par Tarkovsky dans Le Miroir par rapport au Chignon. N'importe quel plan d'escalier, et évidemment, doit en passer par la référence de Tim Burton dans Batman à beaucoup d'autres. Ce sont aussi c'est une présence de Vertigo par le casting. Kim Novak qui joue un double rôle dans Le démon des femmes de Robert Aldrich, une actrice qui s'identifie à son modèle. Et puis aussi par les cinéphiles et les critiques et les programmateurs. La revue Sight and Sound, éditée par le BFI, a élu Vertigo comme le meilleur film de tous les temps. Alors c'est un classement, ça vaut ce que ça vaut. Et pourtant, c'est aujourd'hui que le film détrône Citizen Kane. Donc c'est assez intéressant. Moi je pense qu'effectivement, la raison pour laquelle Vertigo traverse le cinéma des autres, la raison pour laquelle Vertigo hante à peu près tous les cinéphiles, c'est que ça ne parle que de ça, ça parle déjà de ça. C'est peut-être l'un des premiers films qui, implicitement, contrairement à De Palma qui va en parler consciemment, mais lui il le fait en 76, en 80, etc. Hitchcock en 58 sait grosso modo que c'est sa dernière partie de carrière qui commence, et il va parler d'un coup de foudre tardif, crépusculaire, sans doute le dernier, et qui en plus un coup de foudre que l'on perd et qu'il va falloir recréer. Il y a vraiment évidemment l'idée de recréer une femme morte, et évidemment par rapport à la cinéphilie, c'est assez passionnant. Cette idée de pourquoi pas tomber amoureux d'une femme, la perdre et vouloir la recréer, et tomber amoureux d'une image de cinéma, la perdre, c'est-à-dire sortir de la salle de cinéma, ne plus la voir, essayer d'y retourner en tant que spectateur ou essayer de la refaire en tant que cinéaste. C'est la métaphore la plus limpide pour moi de Vertigo. Et puis Hitchcock disait que pour lui, l'échec de Vertigo était dû notamment, ce qui est assez cruel, à l'âge assez avancé de James Stewart. Et c'est vrai que James Stewart est lui aussi en train d'entamer la dernière partie de sa carrière. Et évidemment, c'est passionnant. C'est passionnant que James Stewart soit beaucoup plus vieux que cette image idyllique qu'il s'est fait de cette femme, dont il tombe amoureux, fasciné. Et évidemment, la différence d'âge est passionnante par rapport à James Stewart. C'est un vieil homme qui, effectivement, et d'ailleurs Psychose aussi, parlera du dépérissement et de la conservation d'une forme morte, la conservation de la mère. Comment fait-on pour faire son deuil de sa mère? Anthony Perkins a une solution assez incroyable. En tout cas, il en propose une. Et c'est vrai que, alors pour moi, la métaphore, elle est même... Permettez-moi juste de détailler un tout petit peu le film. Il se positionne. Enfin, il y a trois moments dans le film Vertigo. Il y a le moment où James Stewart est un spectateur. Il y a le moment où il est un acteur. Et il y a le moment donné,
vers la fin du film, ce qui intéressait le plus Hitchcock d'ailleurs, le moment où il est metteur en scène. C'est-à-dire que si on revoit, et vous allez le revoir dans une heure, l'apparition de Madeleine dans le restaurant Ernie's à San Francisco, il y a un spectateur assis, James Stewart, et une femme qui s'arrête exactement là où il faut, le chignon parfait, sous la forme d'une apparition picturale qui reprend beaucoup de profils de peinture. C'est une apparition avec un fond flou qui découpe parfaitement la silhouette. La musique de Bernard Herrmann est là pour magnifier le tout. Il y a vraiment l'idée de berner quelqu'un en lui proposant une image de cinéma. Et James Stewart est vraiment dans une position de spectateur, et de spectateur frustré. Et la première partie du film, qui dure à peu près une demi-heure ou 3/4 d'heure, je ne sais plus, c'est l'histoire d'un homme qui est fasciné par une image, à peine par une femme, par une image, et il y a une frontière entre les deux, sans cesse. Il y a une fenêtre dans l'hôtel, il la voit à travers un cadre, il la voit à travers l'embrasure d'une porte dans le fleuriste, chez le fleuriste Baldecchi, c'est-à-dire à travers à nouveau un cadre, il la voit à travers son pare-brise, il la voit sans cesse, et son pare-brise, lui, est assis. C'est-à-dire que sans cesse, il la voit en plus de loin, de dos, de profil, jamais de face. Il n'a pas accès à elle. Et c'est le fantasme du cinéphile, et le fantasme de James Stewart, c'est évidemment de plonger dans l'image. Et c'est le moment où il va devenir non plus spectateur, mais acteur. Il va plonger, il va devoir plonger dans la baie de San Francisco. Littéralement, plonger dans l'image. Rejoindre Madeleine, la toucher, lui parler, l'aimer, éventuellement coucher avec elle, même si d'après Alfred Hitchcock, c'est seulement à l'hôtel, à la toute fin, qu'il couche avec elle. Dans le laps de temps, il y a un fondu au noir et il y a une ellipse qui, pour Hitchcock, était assez importante. En tous les cas, il tombe amoureux d'elle réellement. Il vit comme dans un rêve, comme dans un film. Et il la perd en haut de la mission San Juan Bautista. Et en deuil, il va passer par le troisième stade, qui est pour moi le plus important, qui est vraiment la raison pour laquelle finalement tous sont fascinés par Vertigo, c'est de recréer, c'est-à-dire de devenir metteur en scène. Ça en passe par un casting sauvage dans la rue. Tiens, comme par hasard, ce profil, cette fois-ci gauche, de cette personne qui s'appelle Jodie Barton, ressemble étrangement à Madeleine. Il l'a castée, il va la harceler dans des scènes à la fois très belles et très douloureuses pour Kim Novak, qui lui dit grosso modo, mais voilà, c'est vraiment une relation de pouvoir assez difficile, assez douloureuse, horrible pour Kim Novak. Et il y a ces scènes assez incroyables chez l'esthéticienne, chez le coiffeur, la coupe de cheveux, le maquillage, les doigts que l'on remaquille, etc. Le passage chez le costumier, enfin voilà, il y a vraiment la notion de recréer, refaire, remettre en scène cette image parfaite et y arriver finalement dans l'hôtel avec le retour du flou, le retour de la musique magnifique et magnifiante, si je peux m'exprimer ainsi, de Bernard Herrmann. Il a vraiment réussi à faire revenir d'entre les morts une image morte. C'est vraiment Orphée qui réussit à rejoindre Eurydice dans le monde des morts. Sauf que, et c'est toute la thématique de Vertigo, c'est toute la frustration du film, et c'est toute la frustration qu'on verra chez tous les autres, De Palma, etc., c'est qu'on ne joue pas avec le temps. C'est aussi la leçon de La Jetée. On ne joue pas avec le temps, et comme Orphée, comme le mythe d'Orphée, il est peut-être possible d'aller dans le monde des morts pour revoir Eurydice, que l'on a perdu. Il est peut-être éventuellement possible d'avoir une seconde chance. On y croit un peu. On sort du monde des morts avec Eurydice derrière soi, qu'il ne faut pas regarder, il ne faut pas la croiser dans les yeux. Sauf que dans le mythe d'Orphée, Orphée se retourne trop tôt, et au seuil entre le monde des morts et le monde des vivants, il la voit, et il la foudroie du regard, et il la repère une seconde fois. Et ce que je trouve très beau et j'arrêterai sur Vertigo, ce que je trouve très beau dans Vertigo, c'est ce moment où James Stewart comprend qu'il s'est fait avoir, et comprend que c'est plus compliqué que ça, et c'est beaucoup plus même trivial que ça, c'est une manipulation. Comme par hasard, il le voit à travers un cadre de miroir, vraiment un cadre cinématographique, et il voit un accessoire de cinéma. Ça veut dire que quand vous êtes metteur en scène, vous pouvez recréer le temps d'une scène, vous pouvez jouer avec le temps d'une scène, vous pouvez jouer avec la mort le temps d'une scène, mais vous en connaissez trop, vous en savez trop, et vous voyez tout, les rouages, la manipulation, les coulisses. Oui, vraiment les coulisses. Et James Stewart est trop savant. C'est l'homme qui en savait trop. Et maintenant, il a certes réussi à recréer Madeleine, mais il comprend tout et il comprend ce qui a été sali. Et il voit la manipulation, la machination. Et en plus, comme par hasard, puisqu'il s'est fait berner au départ dans l'escalier qui mène en haut de
de la mission San Juan Bautista. Il est dans l'escalier, il voit Madeleine disparaître, claquement de trappe, il la voit apparaître à travers une fenêtre. Entre le claquement comme une coupe de montage et la réapparition dans un cadre, il y a un corps qui a changé. C'est-à-dire qu'il est victime d'une coupe de montage dans la moitié du film lorsqu'il perd pour la première fois Madeleine. Et il y a un changement de corps, ce que De Palma montrera dans Body Double à la fin. Il y a un changement de corps, il y a une doublure qui a été changée entre le claquement de porte et le passage de l'autre corps dans le cadre. Et à la fin du film, il a tout pouvoir. Il arrive à l'entre-deux-plans. Il maîtrise tout. Et il voit tout et il repère Madeleine une seconde fois parce qu'on ne joue pas avec le temps. Je suis trop bavard. Non, mais il y a plusieurs choses. Alors, il y a plusieurs choses qu'on pourrait, sur lesquelles j'aimerais un petit peu rebondir. Mais c'est vrai que ce qu'il y a de fascinant, donc pour ceux qui ont vu ou qui vont revoir sans qu'on dévoile tout ça, et Hitchcock en était presque déçu. Et il expliquait aussi peut-être l'insuccès du film par ça, c'est la révélation qui arrive, on va dire, une demi-heure avant la fin réelle, en tout cas du film. Donc la révélation de la supercherie de Madeleine, non Madeleine. Et c'est ce qui contamine complètement à la fin du film vers quelque chose. Si cette révélation était finalement à la toute fin, le film n'aurait pas du tout ni la même saveur, ni la même puissance, ni la même aura. Et je voulais aussi rebondir sur le fait, ça a été beaucoup dit, en tout cas c'était relevé notamment par Truffaut évidemment dans ses entretiens avec Hitchcock, c'est que le tournage du film lui-même répercutait un petit peu et redoublait un petit peu ce regard et de vouloir filmer quelqu'un d'autre à travers Kim Novak, puisque le film était à la fois prévu pour Vera Miles, avec qui il venait de tourner juste avant donc Faux coupable. Vera Miles, on fait les costumes, on fait tout, etc. Et elle tombe enceinte, elle ne peut plus tourner, on va donc chercher Kim Novak. Donc il y a aussi ce rapport au corps de l'actrice et à Kim Novak, qui a gardé un bon souvenir finalement du film, mais qui ne l'a pas forcément traité avec les meilleures faveurs, en tout cas. Voilà. Donc c'était assez... Et ce qui est étonnant, c'est que je relisais les entretiens non pas de Truffaut et d'Hitchcock, mais les entretiens de Bogdanovich avec Hitchcock, à quel point, évidemment, quand on relit, et pas forcément, parce qu'on relit toujours Truffaut et Hitchcock, c'est effectivement le plus passionnant. En même temps, il faut relire tous les entretiens donnés par Hitchcock sont absolument passionnants. Ceux donnés au Cahier du cinéma années 50 sont passionnants, et ceux donnés à Bogdanovich sont passionnants. Pour lui, c'est évident qu'il fallait que la révélation soit au milieu du film, parce que c'est la différence pour lui entre la surprise et le suspense. Le suspense, on ne sait pas comment James Stewart va découvrir la supercherie. Et c'est passionnant entre guillemets, de peiner avec lui et de voir qu'il se noie complètement, qu'il se perd complètement dans cette quête d'autant plus impossible qu'on sait décidément qu'elle est impossible. Et je pense que la surprise de la révélation finale n'aurait, je pense, a priori pas tenu. En plus, je trouve que c'est la plus belle partition, c'est le plus beau moment de la partition de Bernard Herrmann, quand en plus elle nous regarde. Alors il y a un regard caméra, vous me direz, je ne serai pas là après la projection, mais je pense qu'il existe, je pense qu'il est volontaire, peut-être pas de la part d'Hitchcock, mais de la part de Kim Novak, quand elle est en train d'essayer son costume, le tailleur gris, qu'on retrouve dans Mulholland Drive, porté par Naomi Watts. Elle est tellement esselée, tellement seule, parce qu'elle est amoureuse de James Stewart. C'est ça qui est dur pour elle, c'est que ce n'est pas la méchante de service, c'est aussi la victime de service, la victime de l'obsession de James Stewart. Il me semble qu'elle nous adresse un léger regard de caméra comme une demande en aide. C'est-à-dire qu'il la maltraite quelque part et il semble qu'elle nous regarde. Vous me direz si j'extrapole ou pas. Je pense qu'il y a un léger regard caméra de Kim Novak, peut-être à mon avis voulu par Hitchcock, parce que je ne pense pas qu'Hitchcock en salle de montage ne le voit pas. Il le voit. Peut-être qu'il est voulu et peut-être qu'il est conçu ensemble. En tous les cas, c'est assez frappant. Mais moi, j'aime cette idée et c'est toute la mélancolie du cinéma de Palma, du cinéma du Nouvel Hollywood, qui arrive après ces pionniers, ces géants, avec lesquels il faut composer, qu'ils idolâtrent, et en même temps qui leur posent problème. C'est cette idée toujours, et on l'aura chez De Palma tout le temps, je vais vous en parler, c'est vraiment cette idée que jouer avec le temps, être metteur en scène, recréer une image que l'on a écrite, que l'on a fantasmée, ça en passe par du tournage, ça en passe par des scènes tournées, sans cesse retournées, par du montage, des scènes sans cesse revues en salle de montage, du mixage. Ça, on en passe par du travail. Et il y a quelque chose de l'ordre du metteur en scène qui, lui, n'est plus innocent.
Et je trouve que c'est un petit peu ce qu'est James Stewart sur la fin du film. Et je trouve ça assez beau de voir James Stewart qui, certes, a ce qu'il veut, mais c'est trop tard, il a passé le seuil, et maintenant il est trop savant pour ne pas voir ce qu'il ne fallait pas voir, c'est-à-dire la fabrication de la machination, la fabrication du leurre. Et c'est vrai que dans les films précédents d'Hitchcock, on ne va pas reparler d'Hitchcock, on va parler plutôt de l'héritage, et c'est pour ça que nous n'avons pas programmé, mais il y avait déjà un pré-Vertigo, ou en tout cas un contre-champ à Vertigo, qui est Rebecca, le premier film d'Hitchcock réalisé aux États-Unis, donc produit par David O. Selznick. Et là, on a, alors sans vous révéler pour ceux qui n'auraient pas vu le film, mais on a le même rapport à une hantise, à un amour, puisque l'héroïne va se marier avec Laurence Olivier, dont la femme vient de disparaître, et on va dans cette Mandalay, cette demeure un peu impressionnante et gothique, où les mânes et le fantôme de la femme précédente est toujours là. Mais là, on a le contre-champ féminin, j'allais dire, c'est une femme qui veut ressembler à tout prix à une autre, à une morte, pour pouvoir être aimée, d'un homme. Beaucoup aussi on a la fameuse technique du vertige, et il y a beaucoup de techniques qui sont un peu expérimentées dans Rebecca, mais voilà, qui arrivent vraiment à leur aboutissement. On a le portrait de la défunte qui hante la maison dans laquelle entre l'actrice, c'est John Fontaine. Ça, c'est très frappant, effectivement. Oui. C'est un film de fantôme, Rebecca, où elle joue là aussi un rôle. Elle se force à jouer un rôle, tout comme Kim Novak, mais de manière encore plus explicite, est cantonnée à son rôle d'actrice. Elle a joué un rôle dans la première partie du film. James Stewart va lui demander de jouer un rôle tout au long de leur relation, même quand elle s'est transformée quand elle est redevenue Jodie Barton. Elle doit à nouveau rejouer sans cesse ce même rôle. C'est cruel. Et donc, si on en arrive, donc, on pourra reparler évidemment de Vertigo au fil des filiations que l'on va pouvoir mettre en avant. Donc, De Palma, donc c'est ce dont tu voulais parler. Donc, comment on en arrive? Bon, évidemment, on a quelques films du programme. On a pu revoir hier Body Double. On pourra en revoir. Vous avez Obsession qui passe? Obsession, oui. Alors, la date, malheureusement, alors on me fait des signes, évidemment, à la caméra, on verra que je suis complètement bête parce que je ne comprends pas les signes, mais c'est pas la semaine prochaine ou quelque chose comme ça. En tout cas, on le programme. Donc Obsession, c'est 76, hein, c'est ça. Je crois que c'est la dernière partition également de Bernard Herrmann. Avant-dernière. Avant-dernière. Il fait Taxi Driver juste après. Voilà, donc donc les relations entre De Palma et Hitchcock, évidemment, sont connues, mais peut-être parfois plus nuancées qu'il n'y paraissent, ou en tout cas plus souterraines. Elles sont connues, mais moi j'aime beaucoup y revenir sans cesse, parce que c'est, je crois, à mon sens, un cas unique dans l'histoire du cinéma américain, d'un cinéaste de renom. De Palma, dans les années 70, commence à être un cinéaste de renom. Il a eu des succès avec Sisters, qui est une première variation autour du cinéma d'Hitchcock, Carrie, Obsession, etc. Il a une démarche artistique assez folle, qui consiste à dire « je tombe amoureux d'un film, j'aime le cinéma d'Alfred Hitchcock, et plus particulièrement Vertigo, et je vais décider de ne pas passer outre. Je ne vais pas faire un cinéma contre. » Il a fait du cinéma contre dans les années 60, contre l'establishment américain, contre la guerre du Vietnam, des pamphlets avec Robert De Niro, Greetings, High Mom, ou d'autres films. Et au moment où il a les moyens de faire des films, de certains moyens pour faire des films, il décide de faire un cinéma non plus contre, non pas après Hitchcock, mais d'après Hitchcock, des palimpsestes. Et je crois pas, il en a fait plusieurs. Il a fait donc Sœur de sang, Obsession, donc Sœur de sang en 73, Obsession en 76, Pulsion qui est son plus dingue, entre guillemets, en 1980, Body Double, qui est aussi à sa façon un film fou, en 85, plus plein de petites variations dans Mission Impossible, dans Snake Eyes, dans Passion, dans Femme Fatale, etc., dans L'Esprit de Caïn. Des variations souvent autour du même cinéaste, Hitchcock, et souvent autour des mêmes films, principalement Psychose, 3 films, Fenêtre sur cour, Psychose et Vertigo. Étonnamment peu La mort aux trousses, et un petit peu Rebecca. Inutile de vous dire que cette démarche artistique a été considérée comme suicidaire. Elle a été extrêmement critiquée, même si les films de De Palma ont remporté parfois
c'est le cas de Pulsion, de grands succès populaires. En tout cas, de succès populaires certains. Peut-être pas des grands succès à la Spielberg ou Lucas. Ce qui est intéressant, c'est que De Palma, comme nous tous, je ne sais pas, on s'englobe tous dans cette idée que Vertigo est un grand film et dont on peut tomber amoureux. De Palma tombe amoureux, c'est un fait, il l'a dit tout le temps, il se rappellera toujours de sa projection en 58 et il le revoit en 75 avec Paul Schrader, le scénariste, qui a déjà travaillé pour Cinépolac, je crois, autour de Yakuza, et qui est en train de préparer le scénario de Taxi Driver. Et il décide, tellement choqué par la revision de Vertigo, de faire un film qui va être une variation totale et assez impure, quelque part, de Vertigo. Alors, De Palma, ce qui est intéressant, c'est que il fait le fondu enchaîné et il a besoin de quelque chose pour faire ce fondu enchaîné entre le vieil Hollywood et le nouvel Hollywood, entre un cinéma qui est en train de mourir et un cinéma qui est en train de naître. C'est simpliste, mais c'est pas faux. Il a besoin de Bernard Herrmann. Et il va chercher Bernard Herrmann qui va, avec ces partitions si caractéristiques, donner une tonalité hitchcockienne à des films qui sont déjà aussi des scénarios très hitchcockiens, avec des effets de mise en scène parfois très hitchcockiens. Donc on va avoir des films doubles. Et ça, il y a quelque chose qui le dit très bien dans le cinéma de Palma, c'est le générique de Sœurs de sang, Sisters, où sur la musique de Bernard Herrmann, première collaboration Bernard Herrmann-Brian De Palma, on a un fœtus en très gros plan, des yeux énormes, paradoxal pour un fœtus, en énorme gros plan, des bouts de mains, de bras, etc., pour finalement un dernier plan dans ce générique pour montrer que c'est une grossesse gémellaire et qu'il y a deux fœtus dans le même ventre. Et évidemment, il y a toute l'idée théorique, assénée de manière assez forte par De Palma. C'est là où on voit qu'on n'est plus dans les années 50 et 60 hitchcockiennes et qu'on est dans un retravail, on est dans un palimpseste. C'est que maintenant, on dit les choses, on les montre, et l'utilisation du split screen chez De Palma, ce sera ça aussi. Deux images en une. Une image n'en dit jamais assez, et une image ne suffit plus. Et je trouve très, très intéressant de marteler presque, et on pourrait dire avec lourdeur. Moi, je ne trouve pas que ce soit lourd. Je trouve que c'est beau d'avoir cette image de double fœtus, de deux fœtus dans un ventre, sur la musique de Bernard Herrmann. Je trouve ça très beau. Et alors, ce que va faire De Palma dans Sœurs de sang, avant Obsession, c'est des variations autour de Fenêtre sur cour d'un côté et autour de Psychose. Et Psychose, de fait, on peut en parler un tout petit peu, est l'autre film fantôme de l'histoire du cinéma, en tous les cas l'autre film d'Hitchcock qui hante l'histoire du cinéma. Et De Palma refera la scène de douche maintes et maintes fois, sous la forme parodique dans Phantom of the Paradise, sous la forme métaphorique avec le meurtre dans l'ascenseur dans Pulsion, l'ascenseur avec l'ouverture de porte d'ascenseur comme l'ouverture du rideau de douche. Voilà. Mais par contre, il y a deux autres cinéastes assez proches de Brian De Palma qui ont proposé des variations, je trouve, encore plus passionnantes autour de Psychose et autour d'Hitchcock, c'est Martin Scorsese et Francis Ford Coppola. Martin Scorsese, il réalise en 1967 un court-métrage, alors qu'il n'est absolument pas connu, qui s'appelle The Big Shave. Je vous le résume si vous ne l'avez pas vu. Il est disponible sur YouTube. C'est pas du tout un court-métrage inconnu, c'est un court-métrage très connu, sorti en DVD, etc. Parfois commenté, pas tant que ça. Ça me semble être un film absolument passionnant, qui pourrait résumer bien des choses par rapport à ce qu'est le passage de génération entre une forme qui semble être parfaite pour ces nouveaux cinéastes, qui semble presque problématique pour ces cinéastes, et l'idée de faire un nouveau cinéma. Peter Bogdanovich, dans la discussion avec Jean-Baptiste Toré, qui vient de sortir aux éditions Carlotta Film, a cette phrase assez incroyable, mais beaucoup de cinéastes le disent. Après, je ne sais plus si c'était dans la préparation de quel film, peut-être La Dernière Cible, peut-être La Dernière Séance, pardon, peut-être La Cible, peut-être On se fait la valise doc. Il prépare un film, son deuxième ou troisième film, et il revoit Fenêtre sur cour, et il dit « Mais pourquoi je fais du cinéma? Je ne peux pas faire mieux. » Mais cette idée, elle est forte, hein. Elle est présente chez plein de cinéastes. Et cette génération, des Scorsese, des De Palma, des Coppola, c'est la première génération qui a étudié le cinéma à la fac, pas dans des cours de cinéma d'ailleurs, hein, dans des cours de littérature, dans des cours d'histoire de l'art, où ils sont tombés sur des profs qui étaient cinéphiles et qui montraient des films en 16 mm. Et il y a une première génération, en tous les cas, de cinéastes qui va travailler l'histoire du cinéma de manière beaucoup plus intensive que la précédente. Même si Hitchcock a vu tous les films existants. Mais là, il y a l'idée d'analyser les films avec un prof. Et je pense que ça rejaillit. Mais par exemple, ça rejaillit pour moi
dans l'idée du double fœtus, qui est une manière d'expliciter l'implicite. Il y a cela. Et donc dans The Big Shave, 67, en pleine guerre du Vietnam, en pleine contestation contre la guerre du Vietnam, Scorsese, en 5 minutes, propose une salle de bain d'une blancheur suspecte, aveuglante. Un personnage arrive, il se rase, et puis, curieusement, il recommence. Et là, il commence à se taillader le visage par petites touches. C'est un film assez insoutenable. En même temps, il est déréalisé. Et le sang commence à couler de partout. Partout, partout, partout. Il a le visage tuméfié. Il y a du sang qui s'écoule dans le lavabo. Et le film se finit fondu au rouge. Et dans la mention du générique à la toute fin, il y a marqué Viet 67. Donc l'idée de Scorsese, là on est loin de Hitchcock, c'est de dire j'illustre un pays qui part en guerre tout seul, pas tout seul, mais en tous les cas pour des raisons que je ne comprends pas, qui s'automutile, l'air de rien, tout en restant conscient. Le personnage chez Scorsese a l'air de suicider, il cligne encore des yeux, il est tout à fait normal, simplement il se taillade le visage. Donc la métaphore par rapport au Vietnam, elle est limpide. Sauf qu'il y a une autre dimension très intéressante, c'est la dimension par rapport à Psychose. C'est-à-dire que Hitchcock affirme, simplement par le fait que le personnage rentre dans une salle de bain d'une blancheur nettoyée, suspecte, que le décor, maintenant, il est donné par l'histoire du cinéma, il est là, il est immuable, et je vais quand même filmer dedans. Par contre, je vais l'habiter à ma façon. Et je vais intégrer, par exemple, une dimension politique qui est absolument absente du Psychose d'Hitchcock. La politique pouvait intéresser Hitchcock, elle ne l'intéresse pas du tout dans Psychose. C'est-à-dire qu'on a vraiment la greffe d'une idée de cinéma, coupure de l'analogie entre la coupure de la peau et la coupure de la pellicule. C'est-à-dire que The Big Shave est un film surdécoupé, tout comme la scène de douche est une scène surdécoupée. À chaque fois que le couteau pénètre dans la chair de la victime, Hitchcock coupe sa pellicule. C'est le même parallélisme dans The Big Shave. Donc on a un décor donné par l'histoire du cinéma, nettoyé par Anthony Perkins, mais que l'on va souiller à nouveau. On va refaire la scène en reprenant des idées de mise en scène, en les volant, on pourrait dire, en les volant, mais moi, je trouve que c'est même pas un débat, en les reprenant, en les recitant, et surtout en les faisant siennes, avec notamment la dimension politique de 67, qui n'est pas la dimension de l'année 60 chez Hitchcock. Et ça, c'est passionnant, et Coppola fera exactement la même chose dans Conversation secrète, l'un des rares films qu'il ait fait. Donc je retire ce que j'ai dit, je pense que le cinéma de Coppola est très politique. Mais en tous les cas, Conversation secrète est un film qui parle du Watergate et qui parle de cette idée que, grosso modo, on est manipulé, on nous ment, etc., que l'image et la télévision nous pervertit, etc. Chose qu'ils ont tous dit à un moment donné, de Lumet à De Palma, en passant par Coppola. Et Coppola propose, vers la fin du film, il le dit dans les commentaires audio, Coppola d'ailleurs, sa scène hitchcockienne, sa scène de douche. C'est-à-dire, Gene Hackman entend un meurtre, peut-être un meurtre, dans la chambre d'un hôtel, un hôtel, comme par hasard, à côté. Il croit qu'il se passe quelque chose, certainement un meurtre. Il attend que les personnes soient parties. Il va inspecter la chambre. Et évidemment, il en passe par la douche. Et la douche est nettoyée. La douche est vierge. Sauf qu'en inspectant bien, il en vient à tirer la chasse. Et des profondeurs ressort l'histoire du cinéma. Et le sang qui investit toute la... mais de manière presque gore, pas presque, gore et de manière presque parodique, envahit toute la salle de bain, et Gene Hackman est face à ces flots de sang qui refont surface littéralement de l'histoire du cinéma. Encore une fois, j'étais trop long, mais... Non, on était sur... non, c'est très bien. On était sur... également, on parlait de Palma et de son rapport, voilà, et on pourrait presque dire que le rapport de Palma au cinéma, en tout cas à ses films d'Hitchcock, est comme s'il était lui-même un Scotty qui fait du cinéma et qui fasciné par une image primitive qui est manquante peut-être, que lui veut exaspérer, veut éventrer, veut aller jusqu'au bout de l'explication. Et c'est peut-être ça le vrai maniérisme. On parle peut-être trop souvent de maniérisme de manière un peu pour citer la parodie, mais là on est vraiment dans le maniérisme, c'est-à-dire de proposer d'autres images pour expliquer une image peut-être manquante dans l'histoire du cinéma. Pour moi, le maniérisme, ce serait soit l'idée de la greffe, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui appartient au passé qu'on va retravailler, l'idée de retravail d'ailleurs, et l'idée même de prolongement. Je pense que De Palma a fantasmé de répondre à la frustration de l'image initiale. C'est-à-dire que, par exemple, dans Pulsion,
il réalise une scène qui nous a tous marqués. Je sais que ma génération, j'en parle beaucoup avec mes amis critiques. On a tous écrit sur la scène de musée de Pulsion, parce qu'elle est assez folle. Moi, souvent, je la montre, quand je faisais beaucoup d'interventions en public, et surtout autour de Brian De Palma, je la montrais souvent à des jeunes élèves ou des jeunes cinéphiles. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, elle ne passe plus, cette scène. C'est vraiment une question de génération. C'est vraiment une scène qui est considérée comme over the top, et elle est over the top, comme une scène un petit peu grotesque pour la jeune génération. Il n'empêche, moi je la trouve passionnante. Stéphane de Ménildo, dans les Cahiers du cinéma, a encore écrit sur cette scène 2 pages il y a maintenant à peu près 6 mois. C'est-à-dire qu'on en revient toujours à cette scène qui reprend la scène de musée de Vertigo. Ce que j'aime beaucoup dans la scène de musée de Vertigo, c'est qu'on est en plein dans la période de frustration et d'un personnage spectateur qui n'a pas accès à Madeleine, c'est-à-dire qu'il la voit encore une fois de dos et il la voit de manière écourtée. La scène de musée, elle est très courte. Elle doit durer 1 minute, peut-être moins. Il s'en approche, mais il s'en approche presque par le regard. C'est pas un zoom, je pense que c'est un travelling, mais c'est vraiment l'idée que c'est le regard qui va chercher un détail, puis qui va chercher un détail du tableau, puis un détail du bouquet de fleurs. Mais on sait que ce n'est pas un travelling d'un personnage, James Stewart, qui s'approche d'elle. C'est le regard. C'est un mouvement de caméra par le regard. C'est la seule façon qu'il a de s'approcher d'elle dans cette première partie, en tous les cas. Et ce sera le cas aussi dans le cimetière, dans la mission Dolores. Il va lui tourner autour, et curieusement, vous verrez si je pense que c'est vrai, Hitchcock se débrouille pour que, à chaque fois que James Stewart lui tourne autour, pour essayer peut-être de la voir de face. On ne voit pas le visage de face de Madeleine. En fait, à chaque fois, il a dû demander à Kim Novak de dire non, tu te retournes sans cesse. Elle est vraiment tout le temps du même profil. C'est-à-dire comme c'est presque hors champ, elle se tournait pour que James Stewart n'ait pas accès à ce qui l'intéresse, c'est-à-dire percer le mystère de ce visage. Et donc, ce que va faire De Palma dans Pulsion, c'est qu'il le reprend. Alors déjà, il prend une actrice, Angelique Hinson, qui a le même âge que Kim Novak et qui s'est révélée au cinéma la même année que Kim Novak dans Rio Bravo. Je trouve que la concordance est assez troublante. Je me demande même si il n'a jamais raconté ça, mais peut-être il a peut-être voulu caster Kim Novak pour ce rôle, je ne sais pas. En tout cas, c'est bien que ce soit Angelique Hinson. Elle est parfaite dans ce rôle-là. Et il lui propose d'adopter la même posture que Madeleine au musée. C'est exactement la même. Sauf que De Palma va en transgresser la mise en scène, presque en passer par une sorte d'intrusion. On pourrait extrapoler en parlant de viol, puisque la violence sexuelle elle est très présente dans Pulsion. Moi, ce n'est pas une dimension qui m'intéresse beaucoup par rapport à De Palma. En tous les cas, peut-être. Mais en tout cas, il y a l'idée qu'on va proposer non pas un travelling qui va suivre l'œil d'un spectateur, mais on va vraiment voyager et la caméra va s'approcher d'elle et va littéralement lui tourner autour pour la filmer de face. Et ensuite, on n'est plus dans Vertigo. La transgression a lieu et on va rejoindre un autre film d'Hitchcock qui est Psychose. Et ce personnage de femme entre deux âges qui se demande si elle séduit encore les hommes va se faire draguer par un type dans ce musée pendant 1/4 d'heure. Une scène incroyable qui ne fonctionne que par la musique de Pino Donaggio, avec plein de split screens partout, etc. Elle va coucher avec lui et donc tromper son mari et donc rejoindre la fiction Psychose, puisque c'est le début de la fiction Psychose, et elle va mourir de la même façon que Marion Crane dans Psychose, l'une dans une douche et l'autre dans un ascenseur. Et donc il y a vraiment cette idée totalement obsessionnelle, non pas de faire un palimpseste d'un film, mais travailler des scènes, les joindre, les prolonger. Et De Palma l'a fait, mais maintes et maintes fois. Il a fait des choses absolument passionnantes dans Scarface. Il y a sans doute, je pense que c'est le dernier grand film de Hitchcock, Frenzy, ce meurtre où la caméra est dans l'escalier, on suit le meurtrier, on sait que c'est le meurtrier. Hitchcock nous l'a révélé, qui va sans doute, on suppose, tuer une nouvelle femme. Ils sont tous les deux au seuil de la porte, la caméra s'arrête, on est en contre-plongée. Les deux personnages entrent dans l'appartement de l'homme et l'homme dit « Vous savez que vous êtes mon type de femme ». Ce qui veut dire pour le spectateur « Ok, on a compris, elle va être tuée ». Ce n'est pas du tout une révélation bien importante, c'est au début du film, hein, c'est dans la première partie du film. Hitchcock va décider de faire un mouvement de caméra, mais renversant. Je ne sais pas comment il fait. En 72, travelling arrière, il doit être accroché à la rampe, et donc on descend l'escalier. Moi, j'adore les mouvements de caméra d'avant, les mouvements de caméra physiques, les mouvements de caméra qui vraiment où on sent qu'il y a le machinot qui est derrière et que ça a dû rater 10 fois, ça a dû rater 100 fois. Sauf que là, c'est magnifique.
et on est en suspens, comme ça. On sait que ça ne peut pas être gommé en montage. Et donc la caméra recule. Il y a un jeu sur le son extraordinaire qui fait que la rue, progressivement, le bruit de la rue va totalement empiéter sur la scène, et le cri à venir que l'on redoute de la victime va être noyé dans le bruit de la rue. Et ça, c'est un mouvement de caméra assez extraordinaire. De Palma propose la même chose dans Scarface. C'est autour de la scène où, je ne sais pas si vous êtes friand de Scarface, c'est loin d'être mon De Palma préféré, mais c'est un film De Palma oblige en 83, passionnant. Al Pacino est dans la douche, etc., dans la douche. Et il y a un mouvement de caméra vers le téléviseur, il y a un extrait de Tremblement de terre, le film avec Charlton Heston, qui est censé masquer le bruit de la tronçonneuse et le bruit des meurtres que l'on imagine qui se passent dans cette baignoire, dans cette douche. Et De Palma propose exactement le même mouvement de caméra. Il le reprend, en fait, le mouvement de caméra de Frenzy, 11 ans après. Et la caméra va aller dans la rue. Donc là, le bruit de la rue masque complètement et le bruit du téléviseur, et le bruit de la tronçonneuse, et les cris des victimes, Al Pacino et le frère d'Al Pacino. Et on arrive sur l'un des acolytes de Al Pacino qui discute avec une fille. Et puis, contre toute attente, De Palma va revenir. Il refait le sens inverse. Il y a vraiment l'idée que... Alors déjà, il y a l'idée que la violence, elle a doublé. Donc déjà, elle a non seulement doublé parce qu'il faut maintenant non seulement proposer un mouvement de caméra pour s'en éloigner, mais en plus, il faut augmenter le bruit du téléviseur et passer un film très bruyant, Tremblement de terre. Et cette idée qu'il revient sans cesse. Il revient sans cesse à la scène comme un voyeur qu'il est. Et c'est passionnant qu'il le soit. Et il revient dans la douche. Et on a la scène qui a tant fait hurler la censure. Une scène d'une violence sans précédent dans le cinéma de Palma, en tous les cas, assez incroyable. Cette idée vraiment de prolonger, pour moi, le maniérisme, il est presque que là. C'est-à-dire que moi, je ne vous ai pas encore parlé d'Obsession, mais Obsession, c'est le plus beau film de Palma autour d'Hitchcock. C'est le plus pur. C'est celui où la déclaration d'amour, elle est la plus nette. J'aime pas la netteté en amour, on va dire qu'elle est la plus jolie, la plus belle. Mais la plus passionnante théoriquement, c'est vraiment celle de Pulsion, de mêler deux scènes et de faire un film autour de deux scènes seulement. C'est dingue. Et en plus, après, il rattrape aussi Psychose dans bien d'autres moments à la toute fin. Moi, je trouve que c'est assez passionnant. C'est un geste de cinéma assez fou et qui, en plus, est fait en plein cœur du système. C'est là où De Palma, moi, me passionne en tant qu'artiste, en tant qu'homme. C'est qu'il n'a pas froid aux yeux. Et puis, il a dit à un moment donné... suivez-moi, et puis si vous ne me suivez pas, tant pis, mais moi je fonce là-dedans, j'arrive à avoir des budgets pas possibles, j'ai toutes les stars pour faire ça, et je suis en train de faire une variation autour de deux scènes d'Hitchcock, et grosso modo, il nous dit merde. Voilà. Enfin, je veux dire, et il l'a dit aux critiques qui l'ont accusé de piller Hitchcock, etc. Moi je trouve ça absolument passionnant. Et Obsession par contre, en 76, avant Pulsion. C'est-à-dire qu'en fait, il fait la première variation presque théorique autour de Sisters, ensuite il fait le palimpseste presque ultra respectueux, où il donne son amour à Hitchcock, il dit son amour à Hitchcock, qui est Obsession, en 76. 4 ans après, il n'est plus du tout dans l'amour. Il est dans le retravail hyper précis autour d'une scène, et dans Body Double, 4 ans après, il en est dans une forme de ras-le-bol, de vertigo. Il ne devait pas réaliser Body Double, il devait le produire. Il l'a coécrit, il ne voulait pas le réaliser. Pour un imbroglio qui fait qu'il doit le réaliser. Et bien, mine de rien, c'est passionnant parce qu'il va presque devoir en passer par le salissement de ce qu'il n'aime que trop pour passer ensuite à autre chose. Et c'est vrai qu'après Body Double, il va faire moins de variations hitchcockiennes. Et le Body Double, c'est le film presque du ras-le-bol. J'exagère beaucoup en disant ça, mais vous me comprenez, c'est le film du trop-plein, c'est le film de l'excès et de l'outrance. C'est-à-dire que c'est quand même un film qui se passe dans le milieu du porno, où l'actrice n'est plus Jodie Barton, qu'on le retrouve à San Francisco, il la retrouve dans un film porno. Et il va intégrer le cinéma porno pour retrouver cette personne. Il ne tombe pas amoureux au musée, il ne tombe pas amoureux au restaurant Hernies, il tombe amoureux en voyant une voisine faire un striptease et se dénuder devant lui, dans une scène très fenêtre sur cour. On voit bien qu'il y a la notion de choquer un petit peu, d'être outrancier, d'en passer un peu par le moche. Et on est bien loin d'Obsession. Et entre Obsession et Body Double, 8 ans se sont écoulés, et De Palma il a dit d'ailleurs De Palma, j'ai l'impression, grosso modo, enfin, je le dis avec mes mots, mais c'était ça l'idée, que j'avais fait le tour de la question. Mais il a fait le tour en 3 films et demi. Et dans Obsession, ce qui est passionnant, et là j'en reviens juste pour revenir sur l'idée de beauté du palimpseste,
c'est que le personnage d'Obsession, c'est exactement Brian De Palma. Dans Obsession, qui reprend l'histoire de Vertigo, Cliff Robertson est confronté au deuil de sa femme et de sa fille dans un kidnapping au début du film en 59. Vertigo sort en 58. Je me demande même si on ne pourrait pas tricher et penser qu'il sort, je ne sais plus la date exacte. En tout cas, les personnages ont vu le film. Et voilà, exactement. Il y a une concordance de dates que je trouve assez étrange. Et c'est cette idée dit par Bogdanovich, dit par Scorsese, dit par Coppola et dit par De Palma, que grosso modo, c'est pas facile de passer après ces pionniers qui tournent encore en plus. Quoique non, ils tournent encore. Non, Le Fondu enchaîné se passe en 76. Dernier film d'Hitchcock, Complot de famille. Obsession sort en 76. Donc on est vraiment dans Le Fondu enchaîné. Et Bernard Herrmann compose la musique d'Obsession. Compose la musique d'Obsession, très très intéressant. J'aimerais, parce que d'après De Palma, et je crois que ça s'entend, c'est Bernard Herrmann qui a demandé à être chef d'orchestre pour l'enregistrement d'Obsession, et qu'il n'est pas arrivé, Bernard Herrmann, parce qu'il était malade, à diriger l'orchestre aussi rapidement que le montage l'exigeait. Et c'est vrai qu'il y a un décalage. Il y a 2-3 moments où Bernard Herrmann vraiment est en train de passer le relais, mais presque littéralement est en train de ne plus pouvoir. Mais il donne tout pour donner cette touche hitchcockienne, cette ambiance, cette sonorité, cette touche hitchcockienne au film de Palma. En 58, 59, un personnage est confronté au deuil, la vie est devenue impossible pour lui, il est en dépression, il n'est pas en déprime, il est en dépression, et il va décider d'aller à Florence, dit dans le film le berceau de l'art occidental, pour essayer de trouver un sens à sa vie. Et évidemment, De Palma, en retournant avec son personnage à Florence, au musée, pour aller voir un peu ce qu'ont fait les maniéristes, en peinture, dans le musée des Offices, dans les églises, musées que le personnage va visiter dans Obsession, il a cette idée d'aller chercher le grand secret. Comment les maniéristes, passant après Raphaël, David ou Michel-Ange, comment eux, qui ont théorisé le maniérisme en peinture, le maniérisme pictural, ont fait pour continuer. Et comme par hasard, le personnage de Cliff Robertson dans Obsession, se baladant dans une église, musée, tombe sur le sosie de sa femme, on est vraiment dans Vertigo, qui est historienne de l'art, et qui restaure une peinture ancienne. C'est-à-dire vraiment elle est confrontée à la préservation d'une œuvre artistique morte. Comment sauver l'œuvre artistique qui est en train de dépérir? C'est plus que théorique. Enfin, là, c'est vraiment de l'explicite. Et je n'ai rien contre l'explicite. Je ne pense pas que la noblesse est dans l'implicite et que la trivialité serait forcément dans l'explicite. Et sachant que dans cette scène-là, dans mon souvenir, en tout cas, je n'ai pas revu le film, elle évoque également dans le dialogue une œuvre ancienne, encore plus ancienne, qui est derrière la peinture qu'elle. Il y a trois travaux. Et il y a la question, qu'est-ce qu'il faut restaurer, l'ancien ou préserver la beauté du nouveau? Et à partir de là, il va vivre. Le personnage va faire le cheminement James Stewartien et De Palma aussi. Et il y a cette idée de rencontrer, suivre le personnage, comme dans Vertigo. Ce qui me fait penser à La Captive. Je voulais vous parler de La Captive de Chantal Akerman, qui est un film aussi sur la filature. Vous le programmez? C'est un film extraordinaire qui est en plus peu facile à trouver en vidéo, en DVD ou en Blu-ray. C'est un film magnifique. Et il y a une scène de musée extraordinaire avec le chignon d'une statue de Rodin. Je m'égare. Dans Obsession, en tous les cas, le personnage va suivre dans Florence, le personnage, dans les fameuses places florentines, il va lui demander il va la diriger vraiment, il va vraiment la remodeler à l'identique, et par un tour du destin que je ne vous révèle pas, il va reperdre cette femme recréée, exactement comme dans Vertigo. C'est toujours cette idée que, encore une fois, on ne joue pas avec le temps, et que le miracle, il a lieu le temps de quelques instants. C'est le miracle de Phantom of the Paradise. Je ne sais pas si vous connaissez bien ce film de Brian De Palma, mais le personnage artiste crée un opéra que lui estime extraordinaire, pur, et cet opéra va être volé par un producteur diabolique. Et lui, ce personnage qui va se transformer en monstre en plus, qu'on appelle le fantôme, va réussir, par un tour du destin là aussi, par un petit miracle, à prendre le contrôle de la mise en scène au Paradise sur une scène et à imposer son interprète à elle qui s'appelle Phoenix. Et il y a une très belle scène où lui gère les éclairages et il éclaire Phoenix qui a la bonne voix pour lui pour interpréter sa cantate à lui. Sauf que la scène d'après, triomphe de Phoenix, le producteur diabolique reprend la main, la dope, les visages fanés, les pleurs, et tout est perdu en une scène.
C'est-à-dire que le miracle n'a lieu que le temps de cette performance qui dure 2 minutes. Et Phantom of the Paradise est un film, là aussi, où un personnage se transforme en metteur en scène. C'est l'obsession de Palma. C'est ce qui le rend passionnant par rapport à Hollywood. Et ça a toujours été un homme de pouvoir, dans le bon sens du terme d'ailleurs, c'est-à-dire un homme qui s'est battu pour ses idées, et donc s'est battu dans un milieu concurrentiel, et dans un milieu où, grosso modo, ses producteurs, parfois, ne voulaient pas, Tom Cruise dans Mission Impossible, n'était pas forcément d'accord avec lui. Donc cette idée de maîtrise de la mise en scène, proposer un film à ses commanditaires et en faire un personnel de son côté, c'est quelque chose qui a beaucoup infusé le cinéma de Brian De Palma et qui est là dès Phantom of the Paradise en 1974. Phantom of the Paradise, c'est un personnage qui au début ne comprend rien, qui est manipulé, on lui vole sa cantate, n'empêche que dès qu'il devient monstrueux, il commence à maîtriser l'invisible, il commence à maîtriser les coulisses, il commence à hanter les coulisses avec caméra subjective, et il a accès à tout, il a accès à toutes les caméras, il comprend tout. Sur la fin, il voit toutes les caméras, il voit tous les pièges diaboliques qui sont organisés par son ennemi. C'est une bataille pour qui maîtrise la mise en scène. Et il maîtrise aussi les coulisses du théâtre. On le voit vraiment dans les coulisses. C'est vraiment passionnant, cette thématique. C'est la même thématique que Mission Impossible ou Snake Eyes. C'est cette idée toujours que pour ne plus être manipulé, il faut maîtriser. Il faut maîtriser la mise en scène. Et Tom Cruise, non pas l'acteur et le producteur, mais le personnage joué par Tom Cruise, il est lui aussi berné pendant 1 heure et il doit comprendre comment a fonctionné la mise en scène. Nicolas Cage, pareil, il assiste dans Snake Eyes à un meurtre d'un ministre de la Défense lors d'un combat de boxe. Il est comme tous les autres, il ne voit rien, il ne comprend rien. Il va falloir revoir mentalement, en fonction des différents témoignages, ce qui s'est réellement passé. Sauf que le moment où il comprend vraiment, c'est le moment où il devient metteur en scène, c'est-à-dire qu'il est coincé dans un ascenseur, il réussit à s'en extraire, et il est avec le personnage de Carla Gugino, je me souviens plus le CCL, dans les escaliers de service, s'asseyant avec elle, enfin, réussissant à voler du temps au temps, ralentissant le rythme du film. Il y a l'idée de défilement qui est l'ascenseur, sans lui. Lui stagne avec le personnage féminin, et là, il a suffisamment de recul, il est hors film, il est hors défilement, il est hors pellicule, et il va pouvoir revoir toutes les scènes qui lui manquaient, comme un puzzle, en split screen. Tac, 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 tac. J'ai tout mon temps, le récit défile, sans que je sois aveuglé par lui, je maîtrise tout, et je reviens après au récit. C'est exactement ce que fait Tom Cruise dans Mission Impossible, le moment de la révélation, qui est sans doute pour moi la plus belle scène du cinéma de Palma, et qui est l'une des plus belles scènes du cinéma américain des années 90, et sans doute pour moi plus. C'est la scène où lui, Tom Cruise, retrouve son mentor, qui l'a manipulé, qui revient dans la gare, dans une gare londonienne dont le nom m'échappe. Il revient comme par hasard dans une gare, c'est-à-dire là où il y a des trains, des métros qui partent, qui arrivent. C'est vraiment l'idée qu'on est entre des récits qui partent et qui repartent. La gare comme un croisement de récits. C'est là que le jeu et le combat pour la mise en scène et pour la compréhension de la manipulation va se jouer. Et en plus, comme par hasard, ce personnage de Phelps, qui est joué par Jon Voight, revient et il passe devant une vitre avant de toucher Tom Cruise, où il y a des perforations de pellicule. C'est assez passionnant. On a un personnage qui était invisible jusque-là, qui revient, et Tom Cruise, qui lui s'est transformé entre-temps en metteur en scène, qui va réussir à dissocier image et son. Il va visualiser, et nous avec, la réalité de la manipulation, et il va dire à Jim Phelps, Jon Voight, ce que Jon Voight veut entendre, c'est-à-dire un mensonge. Il va dissocier le dialogue du visuel, la bande-son de la bande-image. Et ce qu'il va voir, il va avoir accès à tous les rushs. Tout ce qui... Il va prolonger les scènes, et il va se dire « Ah oui, là je comprends », tout en disant autre chose à Jon Voight. Il va voir des regards caméra d'Emmanuel Béard, qui ont été enlevés au montage, de fait. Il n'y a pas de regard caméra dans le cinéma classique hollywoodien. C'est vraiment l'idée d'un personnage qui a accès à tout le puzzle. Toute la mise en scène. C'est une obsession chez De Palma, d'autant plus passionnante dans Mission Impossible que vous imaginez bien que faire un film aussi, avec un budget aussi énorme, première production de Tom Cruise, avec Tom Cruise qui était déjà, alors moi je trouve c'est un acteur extraordinaire, mais déjà une personnalité, disons, particulière, il y a aussi cette idée de vraiment de mentir à son mentor et de visualiser pour soi le film qu'il veut faire 2 films en un. Et c'est presque Tom Cruise qui, à ce moment-là, il serait presque à la place de Jon Voight, mentir à son commanditaire pour visualiser et faire le film que lui veut faire avec ses propres obsessions à lui. Ce combat pour la mise en scène, il est vraiment, je trouve, assez passionnant.
C'est ce qu'il y avait de très beau aussi, si vous vous souvenez, dans Snake Eyes, c'était que la première partie du film, en tout cas, était un plan séquence de 12 ou 14 minutes, un faux plan séquence si on étudie bien, et qu'après, tout le reste du film n'est que le détail, comment détailler tout à fait. Et vous connaissez l'origine de tout cela, c'est l'origine de l'assassinat Kennedy. Alors moi je l'ai dit par rapport à mon bouquin sur De Palma, mais il y a un livre passionnant qui a été sorti ensuite, c'est le bouquin de Jean-Baptiste Toré sur l'assassinat Kennedy. L'idée quand même que le trauma de tous ces Américains-là, c'est l'assassinat Kennedy et le fait qu'il y a eu un document qui a été filmé par Abraham Zapruder, mais qui ne propose qu'un seul point de vue, c'est-à-dire qu'on n'a pas tous les autres points de vue, qui pourtant, je me suis renseigné ensuite, existent, mais qui n'ont jamais été dévoilés dans la presse, soit sous forme papier, comme dans Live Magazine, il y a eu des photogrammes du film Zapruder qui ont été diffusés, puis le film pendant l'enquête Warren. Et ce qui est passionnant, c'est que non seulement le film ne propose qu'un seul point de vue, que eux, tous ces cinéastes-là, hommes de l'image, vont fantasmer, mais comment on pourrait avoir accès à la vérité si on avait tous les autres points de vue? On verrait les tireurs. Et puis aussi parce que le film Zapruder a des coupes. Il dure 26 secondes, mais il y a des coupes visibles, il y a des sautes. Il manque des photogrammes. Donc vous imaginez bien que c'est là le fantasme que les autorités ont enlevé des photogrammes compromettants. Mais Pasolini le disait. Il disait à tout... je ne sais plus, il faudrait retrouver la phrase qui est dans mon bouquin sur De Palma, mais qui est aussi dans le bouquin de Jean-Baptiste Toré, disant effectivement que c'était Pasolini qui lui-même a écrit qu'il manque tous les points de vue intéressants finalement. Il n'y a qu'un seul point de vue sur l'assassinat de Kennedy, et c'est vrai que Snake Eyes, c'est ça. C'est fantasmer tous les autres points de vue. Et Nicolas Cage, c'est passionnant d'ailleurs, qui est un personnage, et il est très très bien dans le rôle. Il n'est pas partout, tout le temps très bien, Nicolas Cage, mais là il est parfait, parce qu'il ne cesse avec ses chemises pas possibles d'en faire des tonnes, de parler, mais pendant des heures, c'est une litanie. Il va être obligé de se calmer, il va changer de tenue, il va être plus sobre, il va vraiment devoir s'asseoir, sortir du récit pour mieux comprendre. Et ça, je trouve c'est vraiment Snake Eyes. Moi, je me souviens quand j'ai découvert Snake Eyes, m'être dit que enfin un film où je me sens un peu intelligent. C'est-à-dire que Vertigo, j'ai eu peur, Vertigo, j'ai été ému, c'est plus important que de se sentir intelligent. Mais Snake Eyes, il y avait un jeu, il y avait à la fois le côté divertissant que les Américains savent si bien faire, et puis cette idée qu'on joue avec lui, mais de manière assez ludique et intelligente. Snake Eyes, moi, est un film que je pense que c'est le dernier grand de Palma. Par la suite, les choses se sont sans doute beaucoup fanées dans le Dahlia Noir, même si le Dahlia Noir est un film que je trouve absolument passionnant, mais il est presque passionnant dans ses défauts. Le casting raté est passionnant. Le manque de budget, parfois, du film est passionnant. Mais en fait, le Dahlia Noir, c'est un film où, malheureusement, il n'a pas l'argent pour faire le film qu'il veut faire. Et on lui a demandé de couper 20 minutes. On lui a demandé de couper 20 minutes à son film. Il pouvait retrouver Vertigo, en plus. Exactement, oui, dans la ressemblance des deux personnages qui n'existent pas dans le film définitif. Et puis c'est simple, à un moment donné, le cinéma, c'est effectivement de la fabrication. Et il y a une grande scène dans le Dahlia Noir où la découverte du corps d'Elizabeth Short va être mêlée. Grosso modo, il mêle deux scènes importantes du livre de James Ellroy en un long plan séquence magnifique où la caméra vole, vraiment est dans les airs. On part de la découverte du cadavre et d'un personnage qui crie à l'aide. On suit ce personnage, puis on arrive aux personnages principaux qui sont dans les rues d'à côté. C'est une jonction magnifique de deux scènes importantes du film, sauf que le plan séquence promis, de Palmien promis, est gâché par ce qui n'est pas dans Frenzy, c'est-à-dire un mouvement de machinaux qui ne marche pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a ça. Et donc De Palma est obligé de couper. Il y a un tremblement. On sent bien que le tremblement va être infernal, donc il le coupe, mais on le sent, le tremblement. C'est-à-dire que son mouvement de caméra n'est pas bon. Et pour De Palma, c'est l'horreur absolue. Et il l'a dit, ils ont tourné en Bulgarie, parce que le producteur, qui est le producteur des Shark Attack 1, 2, 3, qui est le producteur d'Expendables 1, 2, 3, qui est un peu plus respectable quand même, mais c'est un producteur Avi Lerner qui n'a pas fait que des chefs-d'œuvre. Vraiment, il y a l'idée que ce n'était pas le bon budget et qu'avec son chef-op qui était Vilmos Zsigmond, ils se sont arrachés les cheveux parce qu'ils n'avaient pas l'équipe technique pour le faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le cinéma, c'est de la fabrication et surtout, c'est du temps. Donc, si j'imagine que quand Hitchcock a fait Frenzy, ils ont raté plein de fois leur mouvement de caméra. Sauf qu'il faut de l'argent pour refaire ça pendant une semaine. Et De Palma, à un moment donné, n'a pas eu l'argent pour le refaire pendant une semaine. Et donc, il a dû passer.
Mais Dahlia Noire n'a que peu de rapport avec Vertigo. Donc on a traversé l'œuvre de Palma. Peut-être vous vouliez parler de La Captive un instant. C'est vrai que le temps file et on a une destination également. C'était Chris Marker et il nous reste à peu près quoi, il nous reste 20 minutes en tout. Et si on veut... On avait prévu quand même de vous montrer, 10 minutes de petits films autour de La Jetée et Vertigo. Je pense qu'on va peut-être en passer par là parce que je peux en parler pendant 5 minutes. Le petit sujet fait 10 minutes. C'est pas forcément long, mais c'est un sujet que j'avais fait pour Court-Circuit en 2002 autour de la sortie en DVD de La Jetée. La Jetée, c'est ce film de Chris Marker. Vous programmez La Jetée Il a été programmé, oui. Je sais pas, vous le connaissez, La Jetée, vous le connaissez le film? C'est un court-métrage de Chris Marker. Chris Marker est un des cinéastes cinéphiles, comme Godard, la même génération que Godard, la même génération que René, que Varda. C'est la génération de la Nouvelle Vague, même si lui ne fait pas partie vraiment de cette... Il est totalement atypique. C'est un cinéaste qui a fait beaucoup de documentaires. Et c'est un cinéaste qui a... C'est un enfant de la cinémathèque. C'est un enfant de la cinémathèque dans les années 50. Pas encore Chaillot, mais la rue de Messine. Et donc... C'est pas rien d'être un enfant de la cinémathèque, c'est pas rien de découvrir le cinéma à ce point-là avec le cinéma des autres, avec les films des autres. Et donc, c'est une autre façon d'être marqué par le cinéma d'Hitchcock. Il découvre donc Vertigo en 1958, et 4 ans après, seulement 4 ans après, il va proposer, non pas du tout une variation au départ autour de La Jetée, autour de Vertigo, mais un film où il y a une allusion. Il y a une allusion à Vertigo dans le film. C'est autour de la coupe de séquoia. Donc il y a de fait la porte d'entrée. Moi je dis toujours ça aux jeunes étudiants ou aux jeunes cinéphiles qui veulent écrire sur le cinéma. Vous pouvez délirer autant que vous voulez. Je crois que j'ai beaucoup déliré en votre présence à l'instant depuis maintenant 1 heure. Mais en même temps, si vous avez des éléments vrais au départ, c'est quand même plus facile de délirer. C'est-à-dire que je pense que les gens acceptent plus. Donc là, vous avez une référence donnée. Elle est donnée, et le dialogue de La Jetée dit « il prononce un nom étranger qu'elle ne comprend pas ». Alors ce nom, c'est soit Hitchcock, soit Vertigo. Donc je résume l'histoire de La Jetée si vous ne l'avez plus en tête, et je raconte pourquoi je trouve, à mon sens, que c'est plus qu'une allusion au cinéma d'Hitchcock. Pour moi, c'est la plus belle des variations et la plus exacte des variations autour de Vertigo. Plus exacte, plus belle, plus fantastique, dans le sens vraiment de irréel que ce qu'a fait le cinéma américain, que ce qu'ont fait De Palma, Coppola, Scorsese ou David Lynch dans Le Steinway, ou Partouche, je sais pas, Paul Verhoeven dans Basic Instinct, ou Barbet Schroeder dans La Vierge des Tueurs, qui est une version assez passionnante homosexuelle de la même histoire que Vertigo, c'est-à-dire la perte de son amant, que l'on va ensuite retrouver dans les rues de Santiago, je crois. C'est pas ça, Santiago? C'est assez passionnant, la Vierge des Tueurs de Barbet Schroeder. Encore une variation quasi exacte autour de Vertigo. Celle de Chris Marker, elle est passionnante parce que ça ne parle que de ça, de l'image fixe, et de recréer une image morte. Et il va, non pas théoriser, parce que c'était inconscient pour lui, mais il va réaliser un film autour de Vertigo. Alors, l'idée de La Jetée, je vous le résume, et vous l'aurez résumé en 2 secondes, par ma voix off qui est, soit dit en passant, d'une lenteur qui me gêne aujourd'hui, mais c'est pas grave. C'était en 2002, les rythmes de ce qu'on fait, ça vieillit très vite, quoi. Et quand je revois les premiers sujets blow-up, j'aurais tendance à vouloir les cacher dans le site, très loin. Voilà, non pas que la rapidité soit absolument passionnante, mais en tous les cas, il y a un rythme qui se crée, qui grandit, etc. Et là, le rythme, c'est un rythme de 2002. Donc c'était il y a quand même quelques années. L'histoire de La Jetée, on est dans la 3e guerre mondiale. C'est la fin du monde, plus ou moins. Enfin, en tous les cas, en surface, il n'y a plus de vivres, il n'y a plus d'énergie. C'est l'apocalypse. Et les survivants sont sous terre. Et les survivants vont faire des expériences autour d'un cobaye, qui est un homme, cet homme marqué par une image d'enfance, qui a un pouvoir, qui semble pouvoir voyager dans le temps. Et donc, on va demander à ce personnage, le court-métrage est assez relativement court, sur 26 minutes, de ramener du passé des vivres et de l'énergie pour sauver un peu le monde d'aujourd'hui. Leur monde d'aujourd'hui étant le futur. Ce qui est passionnant, c'est qu'il
il y a une concordance. Je vous raconte tout. Hein, c'est pas, il est disponible sur Blow Up, le sujet, donc c'est peut-être pas très intéressant de le voir. En tous les cas, je peux vous le raconter. Peut-être qu'après, comme conclusion, éventuellement. Mais il y a une. Moi, je suis parti pour l'analyse, certes, du fait que le personnage, à un moment donné dans le film, La Jetée, va au Jardin des Plantes et regarde une coupe de séquoia. Et il y a une allusion directe à Vertigo. Parce que c'est un film qui joue sur le temps, le voyage dans le temps. Donc évidemment, Vertigo est pas loin. Orphée est pas loin non plus. Quelque chose qui est passionnant, c'est que le film se déroule dans les souterrains et dans les souterrains de Chaillot. Les souterrains de Chaillot, en 62, ne sont pas encore la Cinémathèque française. Mais ils vont le devenir dans quelques semaines. Donc il y a une sorte de paradoxe temporel assez intéressant sur lequel on peut partir. C'est-à-dire que vraiment, on a un personnage qui est dans les sous-sols, qui vont abriter dans quelques semaines, dans quelques jours, on pourrait un peu exagérer, toute la mémoire du cinéma, et une mémoire du cinéma sous forme de pellicule, parce qu'il n'y a pas assez d'énergie pour montrer les films, sous forme de pellicule et d'images mortes. La Jetée est un film en images mortes. C'est un film en images fixes. C'est pas un film en photo. C'est un film en... Il a tourné les scènes et il a choisi de figer les scènes. Il a refilmé Hélène Châtelain, etc., etc. Et il a choisi de choisir un photogramme qu'il fige. Donc le film est constitué d'images fixes, d'images mortes. Et lui est torturé par ces personnes qui lui demandent d'aller voyager dans le temps. Et il va choisir le plus beau des voyages, et le seul voyage qu'il peut faire, c'est-à-dire non pas voyager dans le temps, mais voyager au milieu de toutes ces images de cinéma, dans un monde beaucoup plus coloré, dans un monde beaucoup plus animé, dans un monde beaucoup plus fantasmé, fascinant, qu'est le cinéma. Et pour moi, c'est la métaphore d'un personnage qui va s'évader de sa prison. Et il est tout du long dans une position assise, avec ses lunettes presque hallucinées. Il va voyager dans l'histoire du cinéma. Il va falloir, pour lui, c'est sa quête, trouver le bon photogramme pour voyager dans le film dans lequel il veut voyager. C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est un personnage, le personnage de La Jetée, qui a ce pouvoir de dire, tiens, j'ai un bout de pellicule là, mort, tiens, j'ai des images fixes là, je vais essayer de prendre celle-ci, non, c'est pas celle-ci que je veux. Je vais essayer de prendre celle-ci, non, c'est pas celle-ci, je la cherche. Et ce qu'il va trouver, c'est évidemment Vertigo. Et cette fois, c'est résolu. Enfin, quand on veut, on peut revoir. Vous avez déjà 5 minutes de résumé. Voilà. Donc, on peut y aller, David d'Extrait. Merci. Comment voyager au cœur de La Jetée? Quel serait le point d'entrée du film de Chris Marker? Dans le CD-ROM In Memory, qu'il réalise en 1998, Chris Marker nous ouvre la voie. Conçu par Marker comme une visite dans un musée imaginaire qui serait peut-être celui de sa mémoire, In Memory nous présente le film matrice du cinéaste, un film d'Alfred Hitchcock, réalisé en 1958, Vertigo. Alors avant de voyager au cœur de La Jetée, il faudrait donc d'abord en passer par Vertigo. Le vertige de Vertigo, c'est celui de Scotty, James Stewart, un détective privé obsédé par Madeleine Kim Novak, une apparition fantomatique, mystérieuse et insaisissable, une image dont il tombe inévitablement amoureux. Après la mort accidentelle de Madeleine, Scotty tente de la recréer en remodelant une autre femme à l'identique. Il redonne vie à une femme morte. If I do what you tell me, will you love me? Yes. Vertigo se fonde sur la spirale d'un temps dans lequel Scotty est amené à vivre les événements 2 fois, en boucle. C'est ce même vertige du temps que Chris Marker met en scène dans La Jetée. 4 ans après Vertigo, La Jetée pourrait se lire comme une variation personnelle, une relecture du film d'Hitchcock. Alors peut-être un dernier commentaire sur... Alors deux choses, je ne vais pas revenir sur le rythme de sénateur que j'emploie dans ce sujet, mais sur le fait que dans la bande-annonce, effectivement, comme souvent, on voit des choses qui ne sont pas dans le film, et on a dans la bande-annonce, que je monte d'ailleurs, j'avais pas accès à l'époque, et j'avais pas le droit d'utiliser autre chose que la bande-annonce. C'est étonnant, on a le profil droit de Madeleine qui se retourne vers nous et qui nous regarde. C'est pas dans le film. Donc, évidemment, Hitchcock a coupé juste avant.
tout comme d'ailleurs dans Mission Impossible. Si vous êtes attentif à la bande-annonce de Mission Impossible, le premier, il y a un baiser entre Emmanuel Béard et Tom Cruise qui explique à quel point le film, au niveau scénario, est impossible. Et complètement, il y a des trous béants dans le scénario, puisque Jon Voight reproche à Tom Cruise d'avoir couché avec sa femme, etc. Or, c'est filmé, c'est dans la bande-annonce, mais ce n'est pas dans le film. Donc, il y a toujours intéressant d'aller voir un petit peu dans les bandes-annonces qu'on peut y trouver. Non, simplement dire que La Jetée a eu un remake, L'Armée des 12 singes, et que dans L'Armée des 12 singes, Bruce Willis, donc, qui joue le rôle de ce personnage qui voyage dans le temps, voyage dans le passé et assiste à une projection de Vertigo. Donc il y a, je trouve, c'est assez amusant cette façon. C'est pas que amusant d'ailleurs. Cette façon dont finalement celui qui boucle la boucle, c'est Terry Gilliam et Bruce Willis et Madeleine Stowe qui sont dans la salle, avec justement Bruce Willis qui voit Vertigo et qui dit mais cette situation, je la connais, ce film, je l'ai vu une fois, ça me dit quelque chose, comme si le film fantôme de l'Armée des 12 singes, c'était certes La Jetée, mais c'est aussi évidemment Vertigo, comme sans doute tous les films jouant avec le temps. Je suis impatient de voir un jour s'il existe. J'espère que Hollywood, ou pas Hollywood, le fera un jour, un remake de l'Armée des 12 singes, où on en passera par l'Armée des 12 singes, donc par le film fantôme La Jetée, donc par le film fantôme Vertigo. On aura un autre niveau de mise en abîme. C'est un peu comme Quentin Tarantino citant De Palma citant Hitchcock, etc., etc. Dans cette idée que l'histoire du cinéma n'est que passerelle et que, évidemment, c'est passionnant. Je tiens à dire que moi, je suis rentré en cinéphilie fin 80, début 90, à la fac. J'ai adoré la fac, sauf que j'ai bien vu qu'avec mes petits camarades de mon âge, on était tous obsédés par les citations des films dans les films. Et que finalement, ça intéressait peu les textes critiques. Ça commençait à intéresser les cahiers du cinéma et positifs, mais c'est vraiment une idée qui hante aujourd'hui la cinéphilie, et ce n'était pas le cas il y a 20 ans. Et je pense qu'il y a une génération qui a été plus intéressée que les autres, et que la précédente, en termes de cinéphilie. Je ne parle que de la cinéphilie et de la critique, l'idée du palimpseste, qui de fait, de toute façon, est plus intéressante aujourd'hui qu'avant. En tous les cas, elle est plus complexe. Et je me rappelle très bien que je découvrais, moi, De Palma en me disant « mais c'est extraordinaire, c'est génial, il fait revivre les films du passé différemment, il propose des choses fantastiques, littéralement fantastiques, des personnages qui se parlent entre films interposés, qui dialoguent artistiquement, c'est passionnant, avec un rejet critique, pas seulement américain, mais français aussi, qui était assez étonnant, il y avait un décalage. C'est étonnant à quel point cette idée que le palimpseste, c'est magnifique, il a toujours été en littérature, il a toujours été en peinture. En cinéma, il y a eu de la réticence au départ, ce qui sans doute est normal, et je critique rien. Je constate qu'aujourd'hui, tout le monde parle de ça, alors que ce n'était pas le cas il y a 20 ans, et je pense qu'il y a une chose qui a révolutionné tout cela, c'est l'arrivée du DVD. On n'écrit plus un texte critique aujourd'hui comme on le faisait avant, en allant en salle de cinéma et en prenant des notes, ou en prenant des notes après, ou en galérant pour regarder une VHS. L'accès au DVD, l'accès à l'arrêt sur image a changé notre rapport en tant que critique ou en tant qu'étudiant ou en tant qu'écrivain sur le cinéma, a changé notre rapport à la façon. Il n'y a plus le choix maintenant, il y a la preuve par l'image. Ça ne veut pas dire que c'est plus intéressant, mais ça veut dire qu'en tous les cas, ça nous obsède plus, et les liens entre les films, les liens entre les ponts entre les films, via la maîtrise du film que l'on connaît par cœur, que l'on peut arrêter, revoir, remettre en arrière, etc. Ça a vraiment, je trouve, changé quelque chose. Et on n'écrit plus aujourd'hui les bouquins de cinéma comme avant. Les bouquins donc, que je cite beaucoup de Jean-Baptiste Auré ou d'autres sont extrêmement visuels. On a une compréhension du livre, on a une première lecture du livre qui n'est pas que superficielle par la lecture. Il y a aussi les bouquins de Berthommieux aux éditions Rouge Profond sur l'histoire du cinéma américain, mais les liens qu'il fait entre deux photogrammes en disent parfois tout autant que son texte. Et moi, j'ai appris ça par rapport à Blow Up aussi. Blow Up n'est pas un site d'analyse de films. Pourtant, par le montage, il y a tellement de choses qui passent qu'il y a plus de choses dites que ce qui est dit réellement par le texte. On en revient au vertige hitchcockien, voilà, du début de l'obsession de l'image. On a peut-être le temps pour une ou deux questions, si vous souhaitez poser une ou deux questions à Luc Lagier, ou ici devant, merci. Ouais. Bonsoir. Il n'y a pas eu de remake de l'Armée des 12 singes, mais je crois qu'il y a une série qui existe, je ne l'ai pas vue. Et
Je voulais vous poser une question. Bertrand Bonello, il voulait faire une variation de Vertigo avec le point de vue de Madeleine. Donc, comme il n'a pas pu le faire, il a juste sorti le scénario. Vous en avez pensé quoi de son travail? Alors malheureusement, je ne l'ai pas lu. Je l'ai, c'est parti. Mais moi, alors, je ne peux parler que de moi et de manière triviale. Je ne peux pas lire un scénario. Parce que je ne sais pas lire un scénario. J'ai parfois quelques propositions de faire partie de commissions, etc. Pour moi, Extérieur jour, le personnage, etc., c'est une tannée pour moi que de m'imaginer quelque chose. Donc je devrais le lire parce que ça me passionne et Bonello était vraiment un cinéaste que j'aime beaucoup. Mais je l'ai acheté, il est sur ma bibliothèque depuis maintenant 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et je pense que je ne lirai pas parce que je ne peux pas et je ne sais pas lire un scénario. Et j'ai parfois quelques amis qui font des courts-métrages qui me demandent de le lire, je le fais par amitié, et je suis d'un lamentable dans mes commentaires parce que je ne plonge pas dans le... Voilà. Donc malheureusement, j'aimerais bien que quelqu'un en fasse un roman, qu'il n'y ait pas extérieur jour, extérieur, etc., etc. Mais Bonello a fait un film Cindy the Doll is Mine avec Asia Argento assez intéressant sur les changements de couleur de cheveux et sur l'idée aussi de la photo qui est vraiment assez passionnant. Sans doute qu'il faudrait fouiller dans Saint-Laurent pour voir s'il n'y a pas aussi des liens avec... En fait, tout formaliste en passe à un moment donné par certains films. Il en passe sans doute par du Buñuel, il en passe évidemment par du Fritz Lang, et il en passe évidemment par du Hitchcock. Et le formaliste en passera peut-être moins par Howard Hawks, qui est un cinéaste que j'adore, quoique, à voir. Mais il y a vraiment des énormes clignotants sur Hitchcock, Fritz Lang. Voilà. Merci. Oui, moi j'aimerais bien partager avec vous une de mes interprétations d'un moment du film Vertigo et voir ce que vous en pensez. C'est ce moment où en fait lui il est assis au bar du restaurant, très rouge là, et où il va la voir, il est censé la voir pour la première fois. Et quand elle passe derrière lui, lui il feint de ne pas la voir, elle passe un peu bizarrement, il y a un drôle de montage sur des formes qui se croisent, des visages. Il y a même des gens qui ont pensé que Hitchcock, à ce moment-là, avait fait presque des erreurs de raccord dans l'espace, alors que je pense qu'Hitchcock ne peut pas faire d'erreurs de raccord dans l'espace. C'est monté très bizarrement, je suis tout à fait d'accord. Voilà. Et en fait, passionnant que ce soit bizarre. C'est un moment très bizarre, où même à un moment, il y a quelque chose qui se déforme dans le cinéma même, puisque ce fond rouge devient prépondérant. On est presque dans du cinéma expérimental, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je trouve que ce moment est assez délirant. Et mon interprétation, c'est qu'en fait, il tombe amoureux d'une femme qu'il ne voit même pas, en fait. Je pense qu'il ne la voit même pas, en fait. Voilà. Je veux savoir ce que vous pensez de ce moment-là. C'est tout à fait possible. Pour Hitchcock, en tous les cas, il a fait, en tous les cas, à ce moment-là, volontairement, et il le dit à Peter Bogdanovich dans les entretiens, une chose qui ne se fait pas. Ce flou n'a aucune logique. Il est mental. Il est mental. Plutôt que, je dirais, moi j'aurais tendance à revenir à ce que je disais, plutôt que ce personnage n'existe pas, je dirais qu'il n'existe pas dans la même dimension que lui. C'est un personnage qui, quelque part, n'existe pas. Quelque part, est vraiment de l'ordre de la création cinématographique avec, on révèle encore le twist, mais avec Gavin Elster qui est aussi derrière et qui tire les ficelles et qui est le metteur en scène à ce moment-là, invisible. Et il y a de ça. Il y a une autre scène, parce que vous le passez juste après, soyez attentifs à la scène qui n'est jamais commentée et qui est pourtant passionnante, chez le libraire Argosy. Il va chez le libraire James Stewart avec Barbara Bel Geddes. On lui raconte, le libraire lui prend un livre et lui raconte l'histoire de Carlota Valdés, le passé du personnage dont il vient de tomber amoureux. Donc il y a une histoire qu'on lui raconte, il est à ce moment-là encore spectateur, il n'est pas encore acteur, il n'a pas encore touché, il n'a pas encore plongé dans l'image, et là il se passe un truc totalement bizarre, c'est que les lumières, pendant que le libraire lui parle et lui raconte l'histoire, s'éteignent dans la librairie, ou en tous les cas, elles baissent. Si j'avais un montage à faire dans Bleu Up là-dessus, je tricherais et je rendrais un petit peu je baisserais un petit peu la lumière, parce que c'est pas super net, mais c'est vrai. Là, il est en plus dans un format comme cela, il y a vraiment l'idée, il a un cadre derrière lui, il y a l'idée qu'on lui raconte une histoire et il est dans une projection de film. Et donc on éteint la salle de cinéma. Et après, l'histoire est finie, il part avec Barbara Bel Geddes, et vous le verrez, c'est bizarre, c'est étonnant. Tout choix bizarre est à analyser, tout choix étonnant est à analyser. Le libraire allume les lumières. L'histoire est finie, James Stewart est parti, on rallume la lumière. Il est vraiment à ce moment-là dans la dimension du spectateur à qui on raconte des histoires, à qui on montre des projections
et à qui on raconte vraiment littéralement des histoires. C'est une scène assez étonnante, et moi je suis d'accord avec votre point de vue qui est de dire, si c'est bizarre, bizarre dans le bon sens du terme évidemment, c'est vraiment que c'est intéressant à creuser. Et pas forcément pour en faire un texte, pas forcément pour en faire un travail universitaire, pour soi. Mais moi j'irais même jusqu'à filer la métaphore, jusqu'à la cinéphilie qui est déceptive. Moi je suis un cinéphile plutôt pas malheureux, je vis bien dans ma vie, etc. Mais il y a une dimension déceptive dans la cinéphilie. C'est-à-dire que j'aurais toujours tendance à penser, moi, à chercher le grand secret d'un film, à le revoir en boucle, à le mettre sur mon ordinateur, à faire des arrêts sur image, à trouver des choses intéressantes ou pas, mais à l'épuiser, le film. C'est-à-dire qu'il y a cette idée qui est l'idée de... Oui, qui est l'idée de ça. On trouve le grand secret, on trouve une analyse intéressante, on peut en faire un livre, on peut en faire peut-être un texte critique, et en même temps, on sait bien qu'on fait quelque chose qui est de l'ordre du... On fait le deuil de ce film, parce qu'on le connaît par cœur. C'est le critique qui en sait trop. Ça ne veut pas dire qu'il a raison, mais moi je pense parfois que quand j'analyse Vertigo, je ne retrouverai jamais la beauté originelle. Puisque je le connais, je l'ai vu 100 fois. J'ai fait des arrêts sur image 1000 fois. J'en ai écrit des tonnes et des tonnes. Et il y a aussi cette métaphore du cinéaste qui va refilmer pour retrouver son idée originelle qu'il a écrite dans son coin chez lui. L'idée la plus pure, c'est le moment où on la pense. L'idée la plus pure, c'est le moment où on se dit « je vais mettre ça dans mon film ». Et ensuite, c'est une tannée pour la réaliser comme on veut. Parce qu'on a le chef d'écho qui dit que ce n'est pas possible, parce qu'on a l'acteur qui ne veut pas le faire, parce qu'on n'a pas l'argent pour le retourner 10 fois. Donc là, il y a la tannée du réalisateur qui va en passer par un moment douloureux de la création et qui va peut-être trouver de la magie, mais c'est plus lui qui l'aura la magie, c'est le spectateur qui l'aura peut-être. Mais le spectateur, il n'a qu'une, 2, 3 fois la magie. Et le cinéphile, il a la satisfaction de revoir un film et de l'analyser, d'être satisfait intellectuellement, mais moi je ne retrouverai jamais la beauté originelle. Vous-même, vous ne la retrouverez sans doute jamais. Il y a cette idée déceptive qui, je crois, est vraie, qui n'est pas bien grave. Il y a suffisamment de films à revoir que l'on connaît moins par cœur. Mais aujourd'hui, Vertigo, moi je l'ai à titre personnel épuisé. Vouloir trouver le grand secret, vouloir trouver le truc magique, et malheureusement, en trouver un, le trouver. Et ça, c'est déceptif, je trouve. Mais il y a suffisamment de films que je n'ai pas vus dans l'histoire du cinéma, et il y en a 400 qui sont faits par an, donc voilà. Bien, vous pouvez revoir donc à 21h Vertigo dans une copie restaurée en 4K. C'est une très belle copie qu'on a déjà présentée ici en ouverture. Et tout autour de vous, vous avez les affiches. Donc on pourra aussi voyager à travers la répétition et dès demain à travers Un jour sans fin sur la répétition temporelle. On voyagera à travers le giallo, qui est aussi un héritage via Dario Argento notamment, mais pas que. Un héritage hitchcockien, en tout cas plus esthétique peut-être, et également avec une thèse un petit peu que l'on a avancée. Si Scotty était, si le film était le préquel d'un serial killer en puissance, en tout cas, et je vois la prochaine fois, je viserai le cœur, on aura tout un ensemble également autour du serial killer, voilà, et de la figure du serial killer. Voilà. J'ai eu l'occasion aussi de voir Le syndrome de Stendhal de Dario Argento. C'est un film totalement extraordinaire, globalement extraordinaire, qui est douloureux à voir. Un film qui a des scènes de violence totalement insoutenables, mais qui est absolument extraordinaire par rapport à Hitchcock. Et il y a une scène de musée qui est extraordinaire. C'est l'une des plus belles scènes du cinéma d'Argento, réalisée au crépuscule de l'œuvre d'Argento, parce qu'Argento est un cinéaste connu, et c'est un peu vrai malheureusement, pour avoir fait des chefs-d'œuvre incroyables, baroques, comme on n'en fait plus, jusqu'aux années 80, de s'effondrer dans les années fin 80, avec Opéra, Trauma, qui sont des films honnêtement plutôt bidons. Et il a un sursaut extraordinaire sur Le syndrome de Stendhal en 96, avec Asia Argento. Ça joue de la perte du labyrinthe dans Rome, ça joue de la perte d'identité, ça joue de la changement de couleur de cheveux, et ça joue du syndrome de Stendhal, qui est la fascination pour les tableaux, vouloir plonger dans les tableaux et y arriver. C'est un film, je vous le conseille. Alors il existe en copie DVD, pas de très bonne qualité. Je crois qu'à un moment donné, s'il n'existe plus que ça, malheureusement, je vous invite à le regarder. C'est par rapport à Vertigo, absolument passionnant. Tout comme Mulholland Drive, évidemment, est passionnant par rapport à plonger dans le monde du cinéma et être actrice, plonger dans le monde du cinéma. Et c'est pas seulement porter le tailleur de Madeleine, mais dans le trajet de Naomi Watts, il y a beaucoup de Kim Novak dans Vertigo. Une boîte qui s'appelle Vertigo également. Voilà. Merci à vous et merci à Luc Lager. Merci.